Comment Koenigsegg a vaincu Bugatti, Ferrari et Lamborghini? Il existe une question à laquelle tout passionné du monde des supercars devrait pouvoir répondre. Comment une entreprise de moins de 500 employés, fondée par un jeune Suédois sans soutien industriel ni histoire centenaire, parvient-elle à battre les records de vitesse de marques qui investissent des centaines de millions dans leurs projets depuis des décennies? La réponse n'est pas simple. Elle mêle un incendie, une piste bloquée par la concurrence, du biocarburant à base de maïs, une escadrille militaire fantôme et une autoroute du Nevada. Mais pour bien la comprendre, il faut d'abord comprendre le monde dans lequel Christian von Koenigsegg a émergé et ce qu'il y a découvert. Au début des années 1990, le marché des supercars était dominé par des acteurs bien établis. Pour comprendre ce que Koenigsegg représentait à son apparition, il faut d'abord saisir à quel point cet ordre était solidement ancré et combien il était improbable qu'un acteur extérieur puisse le bouleverser. L'Italie dominait. Ferrari et Lamborghini ne fabriquaient pas de simples voitures. Elles créaient des objets de désir motorisés. L'écart entre elles et les autres constructeurs n'était pas seulement technique, il était culturel, émotionnel, presque religieux. La Ferrari F40 avait fait son apparition en 1987 avec son moteur V8 biturbo, une vitesse de pointe dépassant les 320 km/h et une philosophie de conception qui privilégiait la performance avant tout. Elle était brutale, inconfortable et absolument fascinante. À 70 km de Maranello, à Sant'Agata Bolognese, Lamborghini répliqua avec la Diablo. Un moteur V12 atmosphérique, un peu plus de 530 chevaux et une présence imposante qui rendait la F40 presque insignifiante. Les deux marques avaient bâti un duopole que personne ne semblait pouvoir contester. Leur nom était synonyme d'excellence automobile. Leur liste d'attente était interminable. Leur prix, prohibitif pour la grande majorité. Et leur image, forgée au fil de décennies de victoires au Mans, à Monza et au championnat du monde des constructeurs, était pratiquement intouchable. Pour rivaliser dans ce milieu, il ne suffisait pas de construire une voiture rapide. Il fallait aussi une histoire, un pedigree, le poids d'un nom que les fans reconnaissaient avec respect. C'est ce que possédaient Ferrari et Lamborghini. Et c'est précisément ce qui manquait à Koenigsegg. Personne ne semblait capable de contester cet ordre. Personne, sauf les Britanniques. McLaren avait un plan. L'idée était de transposer tout le savoir-faire acquis en Formule 1 à une voiture de route. Le directeur technique, Gordon Murray, et son équipe commencèrent à travailler sur la base conceptuelle de la Honda NSX, la voiture qu'Ayrton Senna avait contribué à développer et qui faisait référence en matière de comportement dynamique et de stabilité du châssis. Honda refusa de participer au projet. BMW, quant à elle, apporta le moteur V12 S70 en aluminium doté de 24 injecteurs et d'une distribution variable. Plus de 600 chevaux dans un châssis en fibre de carbone pesant moins de 1100 kg. Le résultat fut la McLaren F1. Siège conducteur central, boîte de vitesse manuelle à 6 rapports, compartiment moteur partiellement recouvert de 16 grammes d'or pour une meilleure dissipation de la chaleur. L'or n'était pas un simple caprice esthétique. C'est le meilleur réflecteur de chaleur disponible, et dans l'habitacle arrière de la F1, la température était un véritable problème qui exigeait des solutions concrètes. Elle fut vendue à $1 million lors de son lancement en 1992. C'était la voiture la plus rapide du monde, et elle le resta pendant 24 ans. Durant cette période, les voitures de sport ont connu une évolution radicale. L'apparition des systèmes anti-patinage, la généralisation de la fibre de carbone et la suralimentation des moteurs de plus en plus sophistiqués. Et la F1 est restée au sommet. Mais comme nous le verrons, cela ne pouvait pas durer éternellement. Le marché a réagi. Jaguar a lancé la XJ220 qui atteignait 350 km/h. Porsche proposait la 959, techniquement parfaite avec sa transmission intégrale et son moteur de course adapté à la route. Honda avait créé la NSX avec l'aide d'Ayrton Senna. Même les constructeurs moins traditionnels dans ce segment ont commencé à envisager des projets de supercars. La F40 avait démontré qu'il existait un marché pour des voitures sans compromis, privilégiant la performance au confort, à la praticité et à toute autre considération. Et là où il y a un marché, il y a de l'ambition. C'est dans ce contexte d'effervescence, à ce moment précis où tous ceux qui disposaient de ressources et d'un accès à des ingénieurs de haut niveau pensaient à fabriquer une supercar, qu'est apparu quelqu'un sans ressources, sans ingénieur de haut niveau et sans aucun précédent industriel.
Christian von Koenigsegg est né à Stockholm en 1972. À l'âge de 5 ans, il a vu un film d'animation norvégien intitulé « Le Grand Prix de la falaise pincée », dans lequel des animaux de la ferme construisent une voiture de course pour participer à une compétition. Cela lui a suffi. Il a décidé que, plus tard, il construirait sa propre voiture, avec le même sérieux qu'un enfant de 5 ans prend des décisions qui s'avèrent irrévocables. À 7 ans, il démontait déjà tous les mécanismes qui lui tombaient sous la main et pilotait des cars sur les circuits locaux. À 22 ans, il avait 2 choses. Une idée précise et un prêt d'1 million de couronnes suédoises du Conseil suédois de développement technique. Une dette, en somme, mais une dette utile. La McLaren F1 était sa référence absolue. Non pas pour l'imiter, mais pour la surpasser. Son premier prototype, la CC, reposait sur la même philosophie. Moteur central arrière, monocoque en fibre de carbone, performance maximale pour un poids minimal. Le moteur initial était un V8 Audi de 4,2 litres développant 600 chevaux. Mais Christian en voulait plus. La recherche de puissance supplémentaire le mena vers une entreprise italienne du nom de Motor Moderno qui avait développé un moteur 12 cylindres pour l'écurie de Formule 1 Scuderia Coloni à la fin des années 1980 et au début des années 1990. L'affaire semblait prometteuse. Jusqu'au décès de Carlo Citti, le fondateur de la société, qui laissa Koenigsegg une fois de plus sans moteur et toujours endetté. La solution est venue d'une source inattendue. Le moteur V8 modulaire de Ford, celui-là même qui équipait la Mustang Cobra de l'époque. Pour quelqu'un qui construisait une rivale à la McLaren F1, opter pour un moteur de muscle car américaine était une décision que peu auraient prise. Mais Christian ne recherchait pas le moteur le plus prestigieux, il cherchait celui qui correspondait le mieux à ses besoins. Et celui-ci possédait des qualités qu'il a su reconnaître. Sa conception modulaire permettait de remplacer des composants individuels sans démonter le bloc moteur entier, ce qui simplifiait considérablement l'entretien. Porté à 4,7 litres et doté d'un compresseur centrifuge, le résultat était radicalement différent de ce qu'offraient les turbocompresseurs de l'époque. La différence est techniquement significative. Un turbocompresseur utilise les gaz d'échappement pour comprimer l'air d'admission, ce qui crée un délai de réponse appelé temps de réponse du turbo. Un compresseur centrifuge est directement relié au vilebrequin. La puissance augmente donc linéairement avec le régime moteur, sans ce temps d'attente. Il en résulte une courbe de puissance plus naturelle et prévisible, comparable à celle d'un moteur atmosphérique, mais avec la force d'un moteur suralimenté. Doté de bielles en titane, d'un système de lubrification à quarté sec pour optimiser la réactivité du moteur lors des fortes accélérations latérales, de composants structurels en fibre de carbone et développant 655 chevaux, le prototype a évolué pour devenir la CC8S. Son nom était « On ne peut plus clair », 8 cylindres, suralimentés. En 2002, après des années de développement financés par leurs propres fonds, des emprunts et une détermination frôlant l'obstination clinique, Koenigsegg la dévoilait au monde entier. L'accueil ne fut pas des plus enthousiastes. Gordon Murray déclara publiquement qu'il ne considérerait pas Koenigsegg comme un véritable constructeur tant qu'il n'aurait pas vu 50 exemplaires en circulation. Cette position n'était pas dénuée de sens. L'histoire des supercars est jalonnée de petites entreprises qui présentent un prototype prometteur et disparaissent avant même le début de la production. Murray parlait en connaissance de cause. Ce qu'il n'avait pas anticipé, c'était la suite. L'incendie s'est déclaré en février 2003. C'était un samedi après-midi à l'usine d'Ängelholm, dans le sud de la Suède. Le froid était typique d'un hiver scandinave. La production battait son plein. Des voitures étaient en cours d'assemblage, les projets futurs étaient minutieusement documentés à la main et des prototypes de composants développés par Christian au fil des ans étaient exposés. Soudain, le toit prit feu. Les flammes se sont propagées rapidement et ont ravagé une grande partie du bâtiment. Des années de projets élaborés à la main, des plans, des prototypes à différents stades de fabrication et des outils spécialisés ont été perdus. Les voitures les plus avancées dans leur assemblage ont pu être sauvées, ainsi que quelques outils essentiels. L'usine était irréparable. Ce qui suivit illustre parfaitement le caractère de l'entreprise. Au lieu de solliciter des investisseurs en urgence, de renégocier sa dette ou de revoir à la baisse les ambitions du projet, Christian chercha un lieu pour poursuivre son activité. Koenigsegg s'installa dans un hangar désaffecté d'une ancienne base aérienne militaire située dans la même ville d'Ängelholm. Il ne s'agissait pas d'une solution temporaire en attendant de trouver mieux. Ce hangar abrite encore aujourd'hui le siège social de Koenigsegg.
L'escadron qui opérait dans la région s'appelait F-10 Skanska Flygflottiljen, plus connu sous le nom d'escadron fantôme. Les habitants ne l'ont jamais vu. Ils n'ont fait qu'entendre ses avions, car l'escadron opérait exclusivement de nuit. Christian adopta ce symbole sans hésiter. Le fantôme commença à apparaître sur toutes les voitures de la marque. Employés, clients et fans se surnommèrent la Ghost Squad. Un désastre avait donné naissance à une identité qui reste d'actualité aujourd'hui. Depuis ce hangar, avec une production réorganisée et dans de nombreux cas des projets entièrement reconstruits, Koenigsegg prépara sa riposte. La CCR conservait l'architecture de la CC-8S, mais avec une modification cruciale. 2 compresseurs sur le même moteur au lieu d'un seul. La puissance passait ainsi de 655 à un peu plus de 820 chevaux. Des freins et des pneus plus larges furent ajoutés, et le châssis et la suspension furent entièrement revus. Il s'agissait essentiellement de la même voiture poussée à l'extrême des capacités de la plateforme. La CCR a été dévoilée au Salon de l'Automobile de Genève 2004. Moins d'un an plus tard, en janvier 2005, sur le circuit de Nardo en Italie, elle a atteint 387,86 km/h en vitesse moyenne au tour. Il s'agissait d'un nouveau record du monde de vitesse pour une voiture de série. La McLaren F1 avait détenu ce record pendant 12 années consécutives, malgré toute une génération de supercars qui se sont succédés sans parvenir à la surpasser. La CCR a réalisé cet exploit dès sa première saison complète de production. La marque, qui s'était initialement inspirée directement de la Formule 1 et que Murray avait publiquement qualifiée de concurrente sérieuse, lui avait ravi le record. On ne trouve aucune trace d'une quelconque déclaration de Gordon Murray à ce sujet. La fête fut de courte durée. Bugatti avait passé des années à préparer un modèle sans concurrence. Le groupe Volkswagen, propriétaire de la marque française depuis 1998, avait approuvé le budget nécessaire à la construction d'une voiture qui allait définitivement reprendre le leadership du segment. L'Aveyron arriva avec un moteur W 16 à 4 turbocompresseurs, 16 cylindres et plus de 1100 chevaux. Transmission intégrale permanente. Un prix dépassant les 2 millions d'euros. En 2005, 2 mois après que le CCR ait établi son record, l'Aveyron a dépassé les 408 km/h sur la piste d'essai d'Éralessien en Allemagne. Ce circuit appartient à Volkswagen. Volkswagen possède également Audi, Porsche, Lamborghini, Bentley et Bugatti. Lorsque Koenigsegg a tenté d'accéder à Éralessien pour ses propres essais de vitesse maximale, la réponse fut négative, le circuit n'était pas disponible. Il leur fallait trouver une autre solution. Si Volkswagen contrôlait le meilleur circuit d'essai de vitesse d'Europe et refusait de l'ouvrir à la compétition, Koenigsegg devait trouver un autre moyen d'homologuer un record. Et il leur faudrait concevoir une voiture capable de réaliser cet exploit dans des conditions loin d'être idéales. Christian et son équipe se lancèrent dans un projet radicalement différent, qui impliquait de repenser presque tout ce qu'ils avaient construit jusqu'alors. La nouvelle voiture abandonna les compresseurs au profit de turbocompresseurs de nouvelle génération. Elle intégrait une boîte de vitesse manuelle automatisée entièrement développée par Koenigsegg, une cylindrée plus importante et une nouvelle configuration de piston pour améliorer le couple à bas régime. Mais l'élément le plus surprenant était le carburant. Le biocarburant E85, un mélange d'éthanol issu du maïs et de 15% d'essence, n'était pas un compromis environnemental, mais un choix purement technique. L'éthanol possède un indice d'octane supérieur à celui de l'essence conventionnelle, ce qui permet des taux de compression plus élevés et par conséquent une puissance accrue du même moteur. Le seul inconvénient est sa densité énergétique moindre, qui nécessite des réservoirs de carburant plus volumineux. Pour une voiture conçue dès le départ pour fonctionner avec ce carburant, la solution était simple. L'Agera est arrivée en 2010. Non pas comme un modèle, mais comme une plateforme qui allait évoluer pendant près d'une décennie. La version de base développait 900 chevaux, la plaçant d'emblée au sommet de son segment. L'Agera R, compatible avec l'E85, atteignait 1124 chevaux, faisant du biocarburant à base de maïs un véritable atout en matière de performance et non une simple concession écologique. L'Agera One poussait cette philosophie à son paroxysme, un rapport poids-puissance de 1 pour 1, 1360 kg et 1360 chevaux. Elle était équipée d'un moteur V8 biturbo de 5 litres. Première mégacar au monde à atteindre ce rapport de 1 à 1, elle représentait l'objectif théorique des ingénieurs spécialisés dans les véhicules haute performance depuis des décennies. Elle incarnait une vision audacieuse, bien plus qu'une voiture de route conventionnelle.
puis vint l'Agera RS. Le modèle que la marque a conçu spécifiquement pour reconquérir le record que Bugatti lui avait ravi, avec la Chiron comme objectif affiché dès le premier jour du projet. Bugatti avait dévoilé la Chiron en 2016. Successeur de la Veyron, elle affichait 1500 chevaux et un prix de 3 millions d'euros. C'était la tentative du groupe Volkswagen de conserver définitivement sa suprématie sur ce segment. Koenigsegg a pris la One 1 comme base, a peaufiné l'aérodynamisme pour réduire la traînée, optimiser la motorisation et renforcer le châssis avec 35 kg supplémentaires. En novembre 2017, sur un tronçon de 12 km de la route nationale 160 du Nevada, fermée à la circulation pour l'occasion, l'Agera RS a atteint une vitesse moyenne de 457,4 km/h lors de 2 passages en sens inverse. Le protocole d'homologation exigeait un essai dans les deux sens afin de neutraliser l'effet du vent. La Chiron à transmission intégrale n'avait pas réalisé cette performance, contrairement à l'Agera RS à propulsion. Il s'agissait du nouveau record de vitesse pour une voiture de série. Une moyenne de 457,4 km/h entre les deux essais, le plus rapide approchant les 468 km/h. 12 ans après avoir ravi le record à la McLaren F1, puis l'avoir vu repris par Bugatti, Koenigsegg l'a reconquis. Sur une route publique du Nevada, sans accès au circuit privé du groupe Volkswagen, avec une propulsion arrière contre la transmission intégrale de la Chiron, avec une équipe de moins de 500 employés contre les milliers du consortium soutenant Bugatti. La State Route 160 n'est pas vraiment héralésien. C'est une route droite au milieu du désert du Nevada, avec un asphalte comme sur n'importe quelle autoroute américaine, et non le revêtement spécialement préparé d'un circuit d'essai privé. Le fait que le record ait été établi là, et non dans un centre d'essai ultramoderne et contrôlé, fait partie intégrante du récit que Koenigsegg a construit autour de cet événement. Battre le record de Bugatti était l'objectif affiché dès le départ pour le projet Agera RS. Mais pour Koenigsegg, le record n'a jamais été une fin en soi. Il s'agissait de prouver l'efficacité des technologies développées. Et ces technologies continuaient d'évoluer. Ce qui distingue Koenigsegg des autres constructeurs, ce n'est pas seulement la vitesse. C'est sa façon de fonctionner en tant qu'entreprise et le nombre de choses qu'elle fait différemment de tous les autres fabricants du secteur. La plupart des constructeurs de supercars et d'hypercars sous-traitent la fabrication de leurs composants les plus complexes. Batterie, transmission, turbocompresseurs et systèmes de suspension active électronique. Cette pratique est courante dans l'industrie car leur développement en interne exige des investissements colossaux, des équipes hautement spécialisées et des années de développement que peu d'entreprises peuvent se permettre. Lamborghini utilise des composants de la plateforme Audi depuis des décennies. Porsche fait appel à des fournisseurs externes comme ZF pour certaines transmissions. McLaren sous-traite une grande partie de son électronique. Koenigsegg fabrique elle-même tous ses composants, avec moins de 500 employés. Ce choix implique des coûts plus élevés et des délais plus longs à court terme, mais il garantit une maîtrise totale de chaque aspect du véhicule, ce qu'aucun fournisseur externe ne peut offrir. Les modèles qui ont vu le jour depuis lors sont la conséquence directe de cette philosophie. La Regera fut le premier véhicule de série au monde équipé d'une batterie de 800 volts, alors que la norme pour les véhicules électriques était de 400 volts. Elle combinait un V8 biturbo de 5 litres à 3 moteurs électriques fonctionnant simultanément, permettant ainsi à l'énergie électrique de prendre le relais à bas régime. Là où le moteur thermique était moins efficace, le V8 prenant le relais à mesure que le régime augmentait. Il en résultait une puissance délivrée de manière fluide, sans le temps de réponse des changements de vitesse d'une voiture conventionnelle. Son accélération de 0 à 400 km/h était de 28,8 secondes, un record jamais atteint auparavant par une voiture de série. La Regera fut également la première à adopter le système Autoskin. Tous les panneaux de carrosserie mobile, portes, capots, haillons, ouïes d'aération, s'ouvrent et se ferment automatiquement et de manière synchronisée par un simple geste. Il ne s'agit pas d'un simple détail esthétique. Sur une voiture dont la géométrie est conçue exclusivement pour l'aérodynamisme, ouvrir les portes autrement serait impossible. La Jesko, nommée en hommage à Jesko von Koenigsegg, le père de Christian, se décline en deux versions aux philosophies distinctes. La Jesko Absolute est conçue exclusivement pour la vitesse de pointe. Son aérodynamisme est optimisé pour réduire la traînée avec un appui minimal afin de garantir la stabilité à très haute vitesse. On estime sa vitesse à plus de 500 km/h, ce qui en ferait la voiture de série la plus rapide jamais construite si elle était homologuée.
La Jesco Attack privilégie les performances sur circuit. Plus d'appui, plus d'adhérence, une tenue de route plus agressive en virage, au détriment de la vitesse de pointe. Ce sont deux réponses différentes à une même question. Quelles sont les limites de ce qui est possible avec une voiture homologuée pour la route? Toutes deux sont équipées d'un moteur V8 biturbo de 5 litres et d'une transmission à 9 rapports entièrement développée par Koenigsegg. Son prix, 2 800 000 $ l'unité. La Gemera enrichit la gamme Koenigsegg. Ce coupé 4 places, rare dans ce segment, est proposé avec un V8 biturbo de 2300 chevaux ou, en option, une motorisation 100% électrique. 4 places, 4 portes, un coffre pour 4 personnes et des performances inédites pour un véhicule de cette configuration. L'idée? Offrir un véhicule sans compromis entre espace et performance. Koenigsegg a fait le choix de dépasser ce compromis. La CC 850, lancée pour célébrer le 50e anniversaire de Christian von Koenigsegg, est sans doute le modèle le plus emblématique de ces dernières années. Elle rend hommage à la CC 8S, première voiture de série de la marque. Elle affiche 1400 chevaux, une transmission à 9 rapports configurable en boîte manuelle à 6 vitesses ou automatique selon le mode de conduite, et une carrosserie qui reprend les lignes de l'original grâce à des matériaux et des technologies modernes. Elle témoigne de l'attachement de la marque à son héritage et de l'importance qu'elle accorde à son histoire. Le record absolu de vitesse pour les voitures de série est revenu à Bugatti avec la Chiron Supersport 300+, qui a atteint 434 km/h en 2019 dans des conditions contrôlées, également sur le circuit des Rallysiens. C'est une fois de plus sur la piste privée du groupe Volkswagen que ce record a été établi. Koenigsegg, qui développe actuellement la Jesco Absolute et prévoit des vitesses de pointe supérieures à 500 km/h, prépare une riposte, même si aucune date n'a encore été annoncée pour les essais homologués. Mais dans ce segment, les records sont toujours provisoires. Ce qui ne l'est pas, c'est la position que Koenigsegg a acquise. Ce que Koenigsegg a démontré en plus de 30 ans est bien plus difficile à reproduire qu'une simple performance de pointe. Il est possible de bâtir une entreprise d'ingénierie de renommée mondiale sans l'envergure ni l'histoire des grands groupes industriels. Une petite équipe, animée d'une véritable passion technique et de la volonté de développer ses propres solutions plutôt que de les acheter, peut rivaliser à armes égales avec des marques employant des milliers de personnes et bénéficiant de décennies d'expérience. Ce n'est pas un modèle que n'importe qui peut reproduire. Il exige un fondateur dont la prise de risque frôle l'irrationnel, une équipe prête à travailler dans des conditions qu'aucune grande entreprise ne pourrait offrir, et des clients capables de faire confiance à une marque sans le prestige de Ferrari ou McLaren. À plusieurs reprises, tous ces éléments ont failli faire défaut. L'incendie de 2003 aurait pu sonner le glas. Le refus de Volkswagen d'ouvrir sa piste aurait pu constituer un obstacle insurmontable. La disparition du motoriste italien aurait pu anéantir le projet avant même son lancement. Chaque fois qu'une voie se fermait, Christian en trouvait une autre. Pas toujours la plus évidente, certes, mais toujours une. C'est peut-être là la leçon la plus précieuse à retenir de toute l'histoire de Koenigsegg. Non pas l'ingénierie, difficilement reproductible sans les mêmes ressources et le même temps, mais la volonté de persévérer malgré les arguments rationnels qui incitent à abandonner. Christian von Koenigsegg décrivait ainsi le design de ses voitures. Je les vois comme un dauphin ou un avion, une combinaison de poissons et d'oiseaux où les formes deviennent à la fois hydrodynamiques et aérodynamiques. Cette image en dit long sur sa façon de penser, non pas par tradition ni par marketing, mais par la physique. Non pas par ce qui a été fait auparavant, mais par ce que la physique nous permet de faire aujourd'hui. Dans un secteur dominé par des marques dont l'identité repose en grande partie sur ce qu'elles ont fait il y a 50 ans, c'est plus inhabituel qu'il n'y paraît. C'est finalement ce qui distingue Koenigsegg de quasiment tous les autres constructeurs. On se retrouve dans la prochaine vidéo.